Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre en main ActiveCampaign, que ce soit pour régler les paramètres généraux, ajouter vos contacts, mettre en place une campagne email ou encore créer une automation. De votre côté, je vous conseille de mettre en place mes instructions directement sur votre compte au fur et à mesure de la vidéo. Si vous n'en avez pas encore créé, je vous invite à passer par mon lien d'affiliation. Vous pouvez trouver en dessous de la vidéo, tout en haut de ma description. En vous inscrivant par ce lien, vous allez premièrement soutenir cette chaîne, mais aussi je vous offre une consultation dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions sans réponse concernant ActiveCampaign. Pour demander votre consultation offerte, envoyez-moi simplement un email sur help.floodlight@gmail.com. L'email est dans la description. On commence tout de suite le tutoriel avec l'inscription à ActiveCampaign. C'est parti. En arrivant sur ActiveCampaign via Google, vous arrivez sur cette page-là où vous pouvez entrer votre adresse email ici pour vous inscrire. Si vous passez par mon lien d'affiliation, la page est un peu différente, mais c'est la même chose. Vous pouvez aussi entrer votre adresse email sur la page. Vous le faites de la même manière et vous pourrez vous inscrire comme je le fais ici. Donc, je vais entrer mon adresse email pour pouvoir faire l'inscription, commencer l'inscription. J'entre cette adresse email là. Je vous invite à faire de même de votre côté. Puis, cliquez sur commencer votre essai gratuit. Dans ce champ-là, vous entrez votre nom, votre prénom ou même le nom de votre compagnie, comme je le fais ici. En dessous, vous entrez votre numéro de téléphone. Puis, vous cliquez sur étape suivante. On va vous demander ici combien de contacts prospects avez-vous. Donc, sous-entendu, combien potentiellement vous allez ajouter de contacts dans la base ActiveCampaign. Ici, moi, je vais choisir moins de 500, mais vous choisissez le nombre de contacts que vous le souhaitez. Pour ce test, évidemment, je ne vais pas en avoir plus de 500. Combien d'employés avez-vous? On va mettre 1. Vous mettez le nombre d'employés que vous avez et ensuite, vous choisissez votre secteur d'activité, en tout cas ce qui s'en rapproche le plus. Moi, je vais choisir ici éducation en ligne et formation. Vous cliquez ensuite sur étape suivante et on va configurer le mot de passe. Donc, vous entrez un mot de passe ici, puis vous cliquez sur emmenez-moi sur mon compte. Et l'inscription est faite. C'est assez simple, c'est assez rapide. Et ensuite, à partir de ce moment-là, vous avez votre compte, on arrive sur le compte. La première chose qu'on va faire en arrivant sur le compte, ça va être de configurer les paramètres. Il y a 4 éléments à configurer sur les paramètres en fonction de votre situation. Évidemment, ça peut être différent. Donc moi, ce que j'ai envie de modifier à ce niveau-là, ici la photo de profil, ça ne sert à rien de la modifier, c'est uniquement pour vous. Ici, ce qu'on va modifier, ça va être le first name. Moi, je vais mettre Maxime. Et pour le last name, je vais mettre le nom de la compagnie. Floodlight. Pour le login email, vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Moi, de mon côté, je vais le laisser tel quel. Le numéro de téléphone, on peut le modifier aussi si besoin. Moi, je vais le laisser pareil. L'email du compte, idem. La signature, pour le moment, je vais la laisser comme ça. Je vais simplement modifier la time zone que je vais mettre à Paris. Donc, vous mettez la time zone selon l'endroit où vous vous trouvez. Pour moi qui suis en France, la time zone, c'est Paris. Et je vais modifier également la langue de la plateforme pour que ce soit plus simple dans la continuité de ce tutoriel et pour que vous puissiez tous suivre, même si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais, sachant que globalement, c'est quand même assez simple de s'y retrouver. Une fois qu'on a trouvé ces automatismes sur la plateforme, on peut facilement retrouver les différents éléments, même si on ne maîtrise pas parfaitement l'anglais. Bon, pour que ce soit plus simple, je vais quand même mettre le tutoriel en français, donc les éléments en français sur la page. Sur cette page-là, on peut également modifier son password, donc son mot de passe, si nécessaire. Moi, je vais laisser ça comme ça. Choisissez du coup la langue qui vous intéresse. Vous pouvez laisser l'anglais si ça vous convient. Et ensuite, vous sauvegardez les différents paramètres qui ont été faits sur la page. Si vous avez changé de langue, ce que vous faites pour que ça soit mis en place directement, pour qu'il y ait une mise à jour qui soit faite au niveau de la langue, il faut cliquer sur App ici. En cliquant sur App, il va y avoir une mise à jour de la langue qui va être faite automatiquement et on passe ici du coup en français.
Ici, on nous demande si on est OK pour que les informations qui soient gérées sur ActiveCampaign soient transmises aux applications qu'on va connecter avec ActiveCampaign. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard, mais moi, de mon côté, je l'accepte. N'hésitez pas à lire les privacy policy si besoin. De mon côté, je vous conseille d'accepter. Ensuite, dans les paramètres, on va modifier un deuxième élément. Ça va être l'adresse. Donc, pour pouvoir envoyer des emails, il faut ajouter une adresse postale. Donc, vous allez dans adresse ici, donc toujours dans paramètres, adresse. Vous allez cliquer sur ajouter une adresse et vous entrez le pays ici. De mon côté, c'est la France. Vous mettez le nom de la société, de votre société. Si vous êtes en auto-entrepreneur, mettez votre nom et votre prénom. Dans le champ adresse, on va mettre une rue d'exemple, avenue des Champs-Élysées par exemple. Donc vous mettez évidemment votre vraie adresse postale. Puis on va rentrer 75 000. Voilà. Vous ajoutez votre adresse en cliquant ici et l'adresse normalement voilà, s'affiche ici. Vous pouvez d'ailleurs modifier les différents paramètres. Ça c'est vraiment des paramètres avancés qui ne sont pas forcément utiles. Donc moi je vais laisser ça comme ça et au niveau des paramètres, on a vu les éléments principaux. Au niveau des paramètres avancés, il y a potentiellement des choses à modifier. On peut par exemple mettre l'authentification, gérer l'authentification nous-mêmes. Bon, nous, on va laisser tout ça comme ça. Là, vous pouvez modifier par exemple le format de la date qui s'affiche par défaut comme ça. Mais donc mois, jour, année, on peut mettre par exemple jour, mois, année, c'est quelque chose que vous préférez, ce qui est une norme qui est quand même plus courante en France. Donc si vous êtes en France, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais globalement, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à modifier. C'est vraiment des éléments en plus si besoin, mais qui ne rentrent pas dans la plupart des cas. Voilà pour les paramètres ici. Maintenant, on va aller voir la page d'accueil. Donc la page d'accueil, on peut la retrouver en cliquant sur le logo ActiveCampaign qui est ici. Et une fois qu'on arrive sur la page d'accueil, on voit ça. La page d'accueil, c'est la page qu'on voit en fait tout simplement quand on arrive sur ActiveCampaign. Donc quand on se connecte via la page login, on arrive sur cette page-là qui répertorie un certain nombre d'éléments qui sont sous forme de widgets. Ici, vous allez avoir un peu moins d'une dizaine de widgets. Avec les deux ici, il y en a 10 à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 exactement même, qui vous permettent d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur votre compte. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est simplement enlever tous les widgets parce que je préfère aller directement dans la catégorie qui correspond pour avoir les éléments d'information. Donc, soit vous laissez certains widgets qui vous intéressent, soit vous les supprimez. Ici, donc, comme on peut le voir, on a un widget lié au contact, avec le nombre de contacts sur la plateforme. Ici, on a la tendance d'augmentation ou de descente, donc soit la phase de croissance ou de décroissance du nombre de contacts que vous avez sur ActiveCampaign. Ici, on a les actualités. Ici, on a la liste des différentes campagnes qu'on a en cours. Là, la liste des différentes automatisations qu'on a en cours. Là, les templates des campagnes, etc. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui vous permettent d'avoir une vue sur votre école. Moi, je vais la supprimer pour mon cas de figure. Je vais tout supprimer à part l'onglet contact. Pourquoi? Tout simplement parce que si je supprime en fait l'onglet contact, automatiquement il y a tous les widgets qui vont revenir. Donc je préfère ne pas avoir tous les widgets qui reviennent et laisser contact. Je n'ai pas vraiment le choix. Si vous souhaitez remettre un élément que vous avez supprimé, parce que voilà, finalement vous voulez mettre l'onglet automatisation à la place de contact par exemple, ou garder les deux, vous pouvez tout à fait le faire en cliquant sur la flèche qui est ici. Donc là, on se retrouve avec nos deux widgets. Sur cette page, voilà, c'est les éléments les plus importants, je pense, automatisation et contact. Moi, après, voilà, je préfère enlever automatisation et garder contact. Dernier élément, en bas à droite, vous pouvez voir qu'il y a un onglet Aide. Quand vous cliquez dessus, vous allez ouvrir cette page-là. En sélectionnant la première partie, vous allez pouvoir ouvrir
cette bloc-là qui vous permettra de rechercher de la documentation liée à un mot-clé. Donc typiquement, si je tape contact, on va avoir un certain nombre de documentations liées à ce terme-là, contact, qui va s'afficher. Si ça correspond à ce que vous recherchez, tant mieux. Vous avez simplement à sélectionner la documentation et vous allez pouvoir lire l'aide qui correspond. Et si ça ne correspond pas, vous cliquez soit sur chat en direct, soit vous complétez ici le mot-clé. Moi, je vais cliquer sur chat en direct et ça permet de contacter le support client qui permettra du coup d'avoir une réponse plus précise, plus personnalisée par rapport à votre problème, si le problème est trop précis pour être documenté. Donc moi, voilà, on peut mettre bonjour, je ne comprends pas tel ou tel point et envoyer le chat ici en cliquant sur lancer le chat. Deuxième élément que je voulais montrer dans ce bloc-là aide, qui peut être utile également, c'est cette partie-là, demander les services de migration. En cliquant ici, on va ouvrir une fenêtre, une nouvelle fenêtre liée à la migration, qui peut nous permettre en fait de demander une migration offerte à ActiveCampaign. En ouvrant cette page-là, vous allez pouvoir tester vos différents nombres de contacts, votre type de forfait, et voir si vous êtes OK, enfin si vous rentrez bien dans les critères pour avoir une migration offerte. En fait, j'ai testé à peu près tous les cas de figure et a priori, tous les cas de figure sont gratuits. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir migrer gratuitement si vous avez déjà une plateforme actuellement, type Mailchimp ou GetResponse. Vous allez potentiellement pouvoir migrer vos contacts, vos workflows d'automatisation, vos modèles d'email, comme c'est marqué là, avec du coup l'aide d'ActiveCampaign pour la migration. Ce qui va vous faire gagner un temps fou, surtout si vous avez énormément d'éléments à migrer. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger si jamais vous passez sur ActiveCampaign et que vous avez besoin d'utiliser, de passer sur de la migration. Eh ben, pensez à ça, c'est vraiment pratique je pense. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce que propose ActiveCampaign au niveau de la migration offerte. Dernier élément du coup sur cette page-là, on va passer au niveau des contacts avec du coup l'ajout des contacts, le management des contacts. Pour aller ajouter nos contacts, on va cliquer évidemment sur l'onglet Contacts. La première chose que je veux qu'on aille faire au niveau des contacts, ça va être d'aller gérer les listes. Liste, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de segmenter nos différents contacts. Donc, imaginons qu'on ait une trentaine, une quarantaine ou peut-être 1000, 2000, 3000 contacts, peu importe. On va avoir forcément des groupes qui vont se retrouver dans ces contacts-là. Peut-être qu'on aura un groupe client qui vient de tel produit, un groupe prospect qui vient de tel produit offert, etc., etc. On peut retrouver des sous-groupes à l'intérieur de groupes principaux qui vont être les prospects et les clients, tout simplement. Donc moi, ce que j'aime bien faire au niveau des listes, c'est d'être très simple, faire une liste prospect, une liste client, et derrière segmenter à l'intérieur de ces listes des sous-groupes qui vont du coup correspondre à, par exemple, Customer produit 1, Customer produit 2, Customer produit 3, etc., etc. Donc, pour créer ces listes-là, je vous invite à utiliser la première liste qui est créée. Ça va être plus simple. On peut éditer cette liste en cliquant ici, ici, éditer. Au niveau de l'édition, vous avez simplement à sélectionner le nom de la liste, vous supprimez et on va ajouter un nouveau nom qui est Customer. URL de la liste, ça, on ne va pas le modifier. Et la description de la liste, ça, on va laisser tel quel. On peut mettre quelque chose de simple. Hein. Liste des clients de Floodlight. On ajoute. La liste est créée. Maintenant, on va ajouter une seconde liste qui va être la liste des prospects. Donc, pour faire ça, on clique sur Ajouter une liste. Créer votre propre liste. On va mettre une liste prospect. On ajoute et on se retrouve avec deux listes différentes. Maintenant, ce qui va être intéressant de faire, c'est d'aller au-delà de ces listes initiales et du coup de segmenter à l'intérieur même de ces listes.
Pour ça, on clique ici, sur la flèche, et on va aller dans Segments. Ça va nous permettre de créer des segments de liste en cliquant ici, Nouveau segment. Donc, comme on a dit, on peut par exemple segmenter en fonction des différents produits que le client a acheté. Donc, est-ce qu'il a acheté le produit 1, produit 2, produit 3? Moi, je vais créer pour le moment une liste pour un segment pour le produit 1. Une personne qui est dans un segment 1 peut tout à fait être dans un segment 2. Donc, par exemple, si la personne a acheté produit 1, produit 4, elle peut tout à fait être dans les deux listes. Donc, nous, on a choisi prospect. Et ici, on va créer notre segment avec l'action dans la liste customer, du coup. Et on va ensuite ajouter une autre condition. On ne peut pas le faire pour le moment, mais quand on aura créé un tag ou un champ personnalisé, on pourra créer une condition quand la personne a acheté tel ou tel produit et qui du coup a le tag de tel ou tel produit, la personne entre dans la liste ou a le champ personnalisé avec tel ou tel produit. Donc, pour le moment, on ne peut pas le faire, du coup, on va simplement mettre n'importe qui est dans la liste Customer a la possibilité d'entrer dans le segment Produit 1. Je peux vous montrer les autres conditions qu'il y a rapidement. Ça peut être au niveau des détails du contact, donc une personne qui a un nom, prénom particulier ou simplement qui a le nom de rempli. On peut aussi segmenter avec une personne qui a cliqué dans un lien, qui a cliqué sur un lien dans un email, qui a ouvert un email ou non, qui a répondu à un email ou non. Au niveau de la segmentation, on peut aller vraiment très loin. Là, je vous montre quelque chose d'assez basique, du coup, est-ce que la personne a acheté le produit 1 ou pas, mais on peut aller vraiment très loin au niveau de la segmentation à l'intérieur des listes. On va s'arrêter là au niveau de la segmentation, mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'il est possible de faire. On enregistre ici, puis on se retrouve sur les listes. Au niveau des listes, on se retrouve du coup avec nos deux listes, et si on veut retrouver le segment qu'on vient de créer, on clique sur la flèche du bas, segment ici, et notre segment normalement se trouve là. Ici, il n'a pas été créé vu que le segment qu'on a créé, c'est simplement la personne qui est dans la liste customer, et du coup, il n'y a pas plus de segmentation que ça. Du coup, la liste n'a pas été créée, le segment n'a pas été créé, mais si vous ajoutez des précisions sur les segments, un segment va être créé. Ensuite, une fois qu'on a créé nos listes, qu'on a créé nos différents segments, on va aller dans Contact. Puis dans Contact, on va ajouter un contact. Donc c'est la première méthode pour ajouter un contact, simplement cliquer sur le bouton Ajouter un contact. On va en voir deux ensuite, mais la première méthode, c'est très simple. On clique sur Ajouter un contact, on entre son prénom, on entre son nom. Bon, je vais mettre le nom de la compagnie. On entre son courriel, donc là, on l'entre manuellement. On entre un numéro de téléphone, si on en a. Ensuite, on sélectionne un compte. Si on a créé une segmentation au niveau des comptes, pour le moment, je ne l'ai pas abordé, mais on peut aussi segmenter au niveau des comptes, ce qui n'est pas forcément utile, je pense, quand on débute sur ActiveCampaign. On clique ensuite sur Ajouter. Et comme vous pouvez le voir derrière, le contact a été ajouté. Il y a, comme je vous disais, deux autres méthodes qui permettent d'ajouter des contacts de manière beaucoup plus importante que ce qu'on vient de faire là. La première méthode, c'est en utilisant une liste CSV, et la deuxième, c'est en utilisant des intégrations, donc en connectant d'autres outils qui ont déjà une base de contacts, par exemple en connectant votre compte HelpScope si vous l'utilisez pour gérer votre support client, ou en utilisant simplement un autre outil, en connectant un autre outil. Donc, premièrement, c'est la liste CSV qui va être utilisée pour importer des contacts. La liste CSV, c'est quoi? Concrètement, c'est un tableur qu'on utilise classiquement avec un premier champ qui va être l'email ou un champ, par exemple, qui peut être prénom. Et dans ce champ-là, on va avoir une liste de différents emails qui nous permettront d'ajouter
tous ces emails-là en un seul clic, en un seul fichier. Donc, je vais vous montrer, ça va être plus simple que des explications. En important un fichier CSV, on clique ici et on va avoir voilà, notre fichier CSV qui ressemble à ça. Concrètement, pour avoir un fichier CSV, c'est très simple. On va sur le tableur, on exporte au format CSV et on a notre tableur qui se transforme en document CSV. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est très simple. Ça ressemble à ça, simplement une suite de différents emails qui vont du coup être ajoutés et qui sont ma base de contact. Donc, on clique dessus. Une fois qu'on a importé le document, on arrive sur cette page-là. Sur cette page, on va retrouver différents éléments. Premièrement, on va avoir un nombre de lignes qui va correspondre au nombre de colonnes qu'on avait sur notre tableur. Comme on l'avait vu précédemment, moi, j'avais rentré au niveau de la deuxième colonne les différentes adresses email. Donc, je vais dans la deuxième colonne choisir adresse de courriel, qui correspond du coup à adresse email. Et je vais laisser les autres champs, ne pas importer ce champ, étant donné que les champs sont vides. Par contre, si vous avez un fichier CSV différent avec par exemple un deuxième champ prénom, un autre champ numéro de téléphone, vous avez simplement à cliquer ici, choisir ce qu'il y a dans la deuxième colonne, donc par exemple prénom. Ici, vous choisissez par exemple téléphone et ça va importer aussi les données qui vont être dans ces deux colonnes-là. Moi, je ne vais pas en sélectionner étant donné que je n'en ai pas. À ce niveau-là, on va pouvoir ajouter directement les clients ou les personnes qui sont du coup les contacts ajoutés directement sur les listes. Donc nous, on va l'ajouter au niveau de Customer, étant donné que ce sont 5 clients, on va ajouter. Ensuite, on peut également faire ça au niveau des tags. Pour le moment, on n'a pas créé de tag, donc on va passer cette étape-là. Mais vous pouvez tout à fait ajouter en même temps ces 5 clients à un certain nombre de tags que vous sélectionnerez ici. Dernière option d'importation, on peut mettre à jour les contacts existants lors de l'importation. C'est-à-dire que si les personnes qui sont dans le fichier CSV sont déjà en contact ajouté dans votre base ActiveCampaign, elles ne vont pas être réajoutées. Par contre, s'il y a des champs en plus qui ne sont pas présents ou qui ne sont pas à jour dans votre base actuelle ActiveCampaign, ces champs-là vont être mis à jour. Typiquement, si la personne a son nom, prénom, a une adresse email mais n'a pas de numéro de téléphone et que dans votre fichier CSV que vous importez également les numéros de téléphone, dans ce cas-là, le numéro de téléphone va être ajouté au contact et du coup va être mis à jour automatiquement avec l'ajout de ce fichier CSV. Donc, je vous invite fortement à cliquer sur mettre à jour les contacts existants lors de l'importation. Une fois qu'on a fait ça, on est bon au niveau de ce type d'importation. Donc, on va cliquer sur importer maintenant et on va avoir l'importation qui va se lancer. Ici, on a 5 contacts, donc ça va être relativement rapide. Par contre, si vous avez 1000, 2000, 3000, 4000 contacts, ça peut prendre 5, 10, voire 15 minutes parfois. Dans ces cas-là, je vous invite à faire une pause au niveau d'ActiveCampaign parce que si vous commencez à éditer cette base de contacts ou une liste en particulier, peut-être que tous les éléments ne sont pas encore ajoutés à cette liste ou tous les éléments n'ont pas encore le tag que vous avez ajouté au niveau de l'importation. Donc, prenez un peu de temps et vérifiez bien que tous les contacts ont été ajoutés avant d'éditer une liste ou avant d'éditer un tag des personnes qui sont dans le tag. Donc, pour voir si tout est importé, on va aller dans Contact. Et on voit bien ici que les 5 contacts que j'avais créés dans la liste sont ajoutés. On a un deuxième type d'importation qui va être l'importation, comme je le disais, par intégration. On va partir du coup d'une base de données qu'on a déjà sur une autre plateforme et on va l'importer automatiquement dans ActiveCampaign. Pour faire ça, on clique sur Importation. Et ici, on va avoir un certain nombre d'applications qui nous permettent de faire une connexion automatique entre ActiveCampaign et cette base de données-là. Par exemple, si vous voulez ajouter les nouveaux clients qui payent sur Stripe ou ajouter les personnes qui vous contactent dans HelpScott qui doit être par là, qui est ici, vous pouvez le faire automatiquement en connectant cette application à votre compte ActiveCampaign. Donc par exemple, si je veux connecter mon compte Stripe, je clique ici
et je clique sur ajouter une connexion. Ici, je ne vais pas le faire, mais voilà, vous suivez simplement la procédure et vous allez pouvoir connecter votre base de contact Stripe, par exemple, à votre base de contact ActiveCampaign et faire du coup un ajout automatique des contacts. Ok, donc maintenant qu'on a ajouté les différents contacts, ce qui va être intéressant de faire, ça va être de les éditer pour qu'on ait des contacts qui soient davantage complets au niveau des informations. Là, on a uniquement les emails, là aussi, là on a le nom et le prénom, mais c'est des contacts qui sont au final quasiment sans information. Les champs personnalisés sont quasi tous vides, les tags ne sont pas présents et également on n'a pas de système de scoring mis en place. Donc, pour faire ça, pour manager les différents contacts, on a, comme je le disais, les tags, les champs personnalisés et le système de scoring. Premièrement, on va voir comment fonctionne le système de tags. Le système de tags, c'est quoi? C'est en fait concrètement des petites étiquettes qu'on va coller sur les contacts pour attacher un élément à ce contact-là. C'est comme si on collait un post-it sur le contact pour se rappeler d'un élément concernant cette personne-là. Typiquement, j'avais pris cet exemple-là du produit numéro 1 pour les customers. Donc typiquement, on a premièrement la liste customer et chaque client a potentiellement le tag 1, le tag 2, le tag 3 ou le tag 4. A potentiellement acheté le produit 1, le produit 2, le produit 3 ou le produit 4. Et du coup, ces contacts-là peuvent avoir dans les champs tag le produit 1, le produit 2, le produit 3 ou le produit 4 qui sont ajoutés. Ça permet de savoir quels sont les produits que le contact a ajoutés. Pour créer un nouveau tag, si on veut par exemple ajouter un nouveau produit, on clique ici, enfin on entre produit 6 dans le champ ici. On peut en ajouter deux à la fois, plusieurs à la fois, autant que vous voulez. Simplement en revenant à la ligne, on clique sur ajouter les tags et comme ceci, on crée de nouveaux tags. Ensuite, à ce niveau-là, on peut modifier, si on le souhaite, le nom du tag en cliquant sur modifier du coup. Et si on veut, par exemple, créer non pas le produit 67 mais le produit 10, on peut éditer le produit 6 en produit 10 en ajoutant une description en dessous si on le souhaite. Par exemple, pour expliquer à quoi correspond le produit 10. Donc, le produit 10 correspond à non. Une fois qu'on a ajouté la description, on enregistre et le produit 10, l'ancien produit 6 est modifié. Si on veut supprimer un tag, on clique ici et on le supprime à ce niveau-là. Voilà, on a notre tag qui est créé, nos différents tags qui sont créés et ça nous permettra de les coller au niveau des contacts pour pouvoir identifier quel contact a quel produit. On peut évidemment faire ça de d'autres manières. Ça peut être par exemple, est-ce que le contact a déjà contacté notre support client? À partir du moment où le support client envoie un email, on ajoute le tag qui correspond au tag du support client. Ça peut être tout un tas d'éléments qu'on va coller au contact pour pouvoir identifier ce qu'il a fait, où est-ce qu'il en est dans le tunnel de vente, etc., etc. On peut vraiment avoir un maximum d'informations au niveau des tags. Cependant, je préfère utiliser personnellement le champ personnalisé qu'on a ici. Le système de champ personnalisé, ça permet d'avoir des informations qui sont, selon moi, encore plus précises et d'avoir aussi un élément qui est présenté de manière plus précise. Je m'explique. Ici, au niveau des contacts, donc on va rouvrir la page contact pour voir comment se présente une fiche de contact. Pour rappel, quand on va du coup sur un contact, on a une fiche comme ça. Les tags sont ici. Par exemple, on peut ajouter d'ailleurs manuellement un tag en faisant comme ça. Donc quand un tag est ajouté, ça ressemble à ça. Et au niveau des champs personnalisés, on a une présentation comme ça. Je trouve que la partie champs personnalisés est beaucoup plus facile et pratique à lire. Donc en général, j'utilise quasiment pas le système de tag, mais j'utilise uniquement les custom files, donc les champs personnalisés. Par exemple, au niveau des champs personnalisés, on aurait pu très bien être encore plus précis. Par exemple, on pourrait faire un champ produit 1. Donc on pourrait, en allant dans champ, on peut créer un nouveau groupe. Donc on a
le groupe 1 qui est détails généraux, où on a tous les éléments, prénom, nom, courriel, c'est les éléments généraux sur la personne, et on pourrait très bien créer un nouveau groupe qui soit plus précis par rapport à un élément, donc par exemple les achats, historique d'achat. Donc dans ce groupe, là, on va créer un champ personnalisé qui va être par exemple le produit 1 pour le premier achat, donc le premier produit plutôt, qu'on va mettre dans le groupe historique d'achat et on va choisir le type de champ. Donc typiquement, si on choisit saisie de texte, on pourra avoir produit 1 et derrière, quand la personne achètera le produit 1, on pourrait écrire OK. Mais au final, ça reviendrait quasiment à ce qu'on a au niveau des tags. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est choisir date. Ou on pourrait choisir d'autres éléments, ça pourrait être un bouton, case à cocher. Mais nous, ce qui nous intéresse, et ce qui peut être encore plus intéressant que le tag, ça va être de choisir date. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai déjà créé le produit 1, produit 2. Donc, produit 2, qu'est-ce qui est intéressant avec le système de date? C'est qu'en plus de savoir quand la personne va acheter le produit, donc quand la personne va acheter le produit, le champ va se remplir avec la date, et ben on a en plus l'information de la date précise quand la personne a acheté le produit. Donc on sait 1 si la personne a acheté le produit et 2 quand elle l'a fait, avec un seul champ. Ce qui fait qu'on maximise le nombre d'informations qu'on a avec un minimum de champs. Et c'est pour ça que je préfère utiliser le système de champs personnalisés, parce qu'au final, on a les mêmes informations que ce qu'on aurait eu avec le tag, sauf qu'on en a encore plus. Donc on a la même information et on a une information en plus qui est la date. Donc c'est d'autant plus intéressant d'utiliser le système de champs personnalisés. Comment ça se présente au niveau du contact? Ça va être un nouveau champ du coup qui va être ajouté au groupe. Et comme vous allez le voir, une fois que le produit sera rempli, il va y avoir une date de ce style-là qui va être ajoutée tout simplement. Et on va avoir du coup l'historique des différents achats de produits. On enregistre ici et on a la date. Vous allez me dire, ok, mais au final, on va se retrouver avec la liste de tous les produits, produit 1, produit 2, produit 3, produit 15 si on a 15 produits, alors que peut-être que le contact de base n'achète que 1 ou 2 produits. Oui, mais on peut tout à fait cacher les champs qui ne sont pas remplis. En cliquant ici, masquer les champs vides, on va cacher tous les champs qui sont vides. Ce qui fait qu'on arrive sur le contact et on a un profil qui est clean avec uniquement les informations qui nous intéressent, c'est-à-dire l'historique d'achat. Et si on veut remettre les champs qui sont vides, on clique simplement au même endroit. Activer, afficher et masquer. Voilà, au niveau des champs personnalisés, on a une infinité de possibilités qui s'offrent à nous. Avec l'ajout de champs, on peut du coup, comme je le montrais tout à l'heure, afficher des zones de texte, des dates, même date et heure. On peut afficher des menus déroulants, donc avec différentes options. On peut ajouter des cases à cocher, on peut ajouter des boutons radio. Donc ça va être aussi un système de cases à cocher, d'options possibles. Voilà, on a vraiment une infinité de possibilités avec ces champs personnalisés et je pense que c'est encore plus puissant que le système de tag qui est au final assez basique et pourtant c'est pas beaucoup plus compliqué à mettre en place, mais pourtant on a plus d'informations avec ce système là. Donc moi de manière générale, j'utilise vraiment davantage ce système de champs personnalisés, quitte des fois à n'avoir aucun tag dans l'ActiveCampaign que j'utilise. Selon les cas évidemment. Peut-être que des fois, voir si vous avez besoin que d'une ou deux informations, on peut utiliser le système de tag. Si on commence à avoir quelque chose de plus fourni et d'avoir besoin vraiment d'avoir un maximum d'informations, utilisez le système de champs personnalisés. Dernier élément, le scoring. Le scoring, c'est quoi? C'est le système qui permet d'avoir un score au niveau du contact pour savoir s'il est plus ou moins chaud dans votre tunnel de vente. Est-ce qu'il a eu plus ou moins d'interactions, par exemple, avec votre contenu? Est-ce qu'il ouvre vos emails? Est-ce que cette personne répond aux emails? Est-ce que cette personne est allée sur votre site? En ayant toutes ces informations qui soient reliées à un certain nombre de points, vous pouvez faire un score global du contact et savoir si la personne est chaude ou pas dans votre tunnel de vente.
pour définir différents scores en fonction des différentes actions du contact. On va aller sur ajouter un score, score du contact. À ce niveau-là, on va pouvoir créer de nouvelles règles. Typiquement ici, si j'ajoute une règle, je peux choisir selon quelles conditions on va avoir un nombre de points qui va être ajouté. Par exemple, si il y a une action d'un membre, d'un contact qui, on va dire, a ouvert n'importe quelle campagne, n'importe quel email, à chaque fois qu'une personne ouvre une campagne ou ouvre un email, on enregistre, il va y avoir un nombre de points qui va être attribué. Et ici, c'est 10 points qui seront attribués aux membres. On peut évidemment modifier le nombre de points. Pour un simple email ouvert, moi je mettrai un point. Et à ce niveau-là, du coup, dès qu'une personne ouvrira la campagne ou un email, il y aura un point qui sera ajouté sur son score global de contact. Honnêtement, c'est pas moi un système que j'utilise vraiment. Ça peut être intéressant dans certains cas, par exemple pour les commerciaux, pour savoir dans quel ordre appeler les contacts. Est-ce que c'est des contacts qui sont plus ou moins renseignés sur nos offres, sur ce qu'on fait ou pas. Après, bon, voilà, c'est pas si juste que ça, je trouve, comme information. Au final, quelqu'un qui a un scoring plutôt bas peut être plus intéressant que quelqu'un qui a un scoring plutôt haut. Et on peut avoir énormément de followers qui ont un scoring très haut avec au final peu d'engagement et un faible pourcentage de conversion derrière. Donc au final, dans les faits, même si ça paraît intéressant, dans la réalité, le scoring n'est pas forcément corrélé avec le niveau d'engagement réel de la personne en tant que cliente et le pourcentage en fait de possibilités de conversion de cette personne-là. Donc voilà, ça a le mérite d'exister, cette fonctionnalité-là. Après, dans le concret, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant d'utiliser? Ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Moi, personnellement, ce n'est pas une fonctionnalité, en tout cas à l'heure actuelle, que j'utilise pour moi ou pour mes clients. Une fois qu'on a tout ça, on enregistre et on est bon au niveau du scoring. Maintenant qu'on a acheté différents contacts à notre base de clients ActiveCampaign, à notre base de données ActiveCampaign, on va leur envoyer un email, mais pas à tout le monde, seulement à un segment de la liste globale. Pour ça, pour envoyer une campagne email, on va cliquer sur l'enveloppe ici. On va arriver dans la page campagne et on a une seule possibilité, c'est créer votre première campagne, donc créer notre première campagne. On va cliquer sur ce bouton pour la créer. Ici, on a un champ qui nous demande le nom de la campagne email. Ce nom-là, ce n'est pas le nom du sujet de l'email que recevra la personne qui va être du coup dans la liste sélectionnée, mais c'est le nom de la campagne que vous verrez dans votre liste où on aura la totalité des campagnes envoyées. Donc, on va se mettre un code pour le retrouver facilement. Entre crochets, par exemple, si c'est une newsletter, avec la date de la newsletter qui est du coup le 11/10/2022. Ici, on va nous demander de sélectionner un type de campagne. Pour notre cas d'usage, on va utiliser une campagne standard, étant donné que c'est une campagne classique, c'est simplement un email qui va être envoyé. Donc, une fois qu'on a choisi standard, on clique sur suivant et on va passer à l'étape du choix de la liste. Une fois qu'on arrive là, on a potentiellement différentes listes qui vont s'afficher. Nous, ce qu'on veut, c'est envoyer un email uniquement aux clients. C'est une newsletter, donc c'est pour les clients, celle-là. Et on peut choisir un segment de liste si on veut l'envoyer uniquement qu'à qu'aux clients qui ont par exemple le produit 1 ou le produit 2 ou le produit 3. Nous, ce qu'on veut, c'est l'envoyer à tous les clients. Donc, on ne va pas sélectionner de segment, on va simplement cliquer sur Customer. On clique sur Suivant pour passer et pour, maintenant qu'on a sélectionné la liste qui nous convient. Ici, on nous demande de choisir un modèle pour notre email. Donc, il va y avoir plusieurs manières de créer un email. Ici, on peut ajouter simplement du code HTML pour créer notre email. Ici, on va avoir uniquement du texte. Et ces deux possibilités ne nous intéressent pas vraiment. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un email structuré, potentiellement pouvoir ajouter les images, mais le faire de manière assez simple. Donc, on a deux possibilités. Soit le designer classique, soit l'éditeur d'email. La première possibilité, designer classique,
c'est l'ancien éditeur d'ActiveCampaign. C'est l'éditeur qu'il y avait avant que cette fonctionnalité soit ajoutée. Donc, c'est assez lent, je trouve. C'est pas forcément très pratique d'utilisation. Donc, ce que moi je vous conseille d'utiliser, c'est l'éditeur d'email qui est ici. Vous pouvez tester celui-ci, mais moi ce que je vous invite à faire, c'est utiliser l'éditeur d'email qui se rapproche plus de la création d'une page, comme on peut avoir sur ClickFunnels par exemple, donc d'une page de vente, contrairement à cet outil-là qui est plus ancien et moins précis, je trouve, dans son utilisation. Donc, je vous invite à cliquer sur éditeur d'email et une fois que c'est fait, cliquez sur continuer. On arrive ici sur une liste de templates qui nous permettent de partir d'une base pour la création d'un email, d'avoir les différents blocs, par exemple un bloc image, un bloc texte, un bloc bouton, qui sont déjà ajoutés et qui ne sont plus qu'à compléter sur l'email. Nous, pour notre exemple aujourd'hui, on va utiliser un email vierge pour commencer, mais vous pouvez tout à fait commencer par un template que vous retrouvez ici. Moi, ce que j'utilise de mon côté, c'est les campagnes passées. Donc, imaginons qu'aujourd'hui j'envoie une campagne de newsletter, donc la newsletter du 11-10-2022, et que la prochaine fois, je me rends compte qu'au final, je veux réutiliser la même structure que celle que j'avais utilisée auparavant, donc que celle que j'avais utilisée aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de repartir d'ici, en commençant à partir de zéro, mais je peux simplement utiliser une campagne passée que j'ai créée la fois précédente pour pouvoir partir d'une structure déjà faite, mais surtout d'une structure qui m'intéresse et pas d'un template général comme on peut trouver ici. Pour notre cas aujourd'hui, on va être sur une première campagne qui part de zéro, donc on va cliquer sur commencer à partir de zéro. Ici, on a un champ nom de l'expéditeur, donc c'est le nom qui va apparaître du côté contact. Ici, on ne le change pas, c'est bien le bon nom d'expéditeur. L'adresse de courriel de l'expéditeur, idem, c'est l'adresse de courriel qui va envoyer l'email. Ça, il n'y a pas de raison de le changer. Et ici, on a objet du courriel, donc c'est l'objet que le contact verra lorsqu'il recevra l'email. Ici, on va mettre du coup newsletter. Mais cette fois-ci, on va mettre quelque chose d'un peu plus attrayant que ce qu'on avait en mettant le nom de la campagne précédemment. On va pas mettre juste la date, on va mettre quelque chose comme les informations, les infos du mois. Je pense qu'il y a plus attrayant à trouver, mais bon voilà, c'est l'idée de faire quelque chose de plus marketing, on va dire. Une fois qu'on a entré l'objet du courriel, on va continuer. Une fois que la page a chargé, on arrive sur l'éditeur de l'email qui se présente comme ça. On a deux éléments principaux, les structures et les blocs. On a également les modules, mais dans le tutoriel aujourd'hui, on n'utilisera pas cette partie. On a également la partie apparence qui permet de modifier la présentation de l'email. Donc, premièrement, ce qui va nous intéresser, ça va être la structure de cet email. Les structures, c'est quoi? C'est ce qui permet de faire des blocs unis, donc simplement un seul bloc comme on voit ici où on met le texte sur toute la largeur de l'email. Mais on peut également, comme on le voit ici, avoir des blocs qui permettent d'avoir deux colonnes sur un email. Sur la même page, on a deux colonnes. Sur la même partie, on a deux colonnes. On peut également, comme vous le voyez, mettre 4 blocs dans une seule largeur. On peut également mettre des largeurs qui sont de différentes tailles, comme vous pouvez le voir ici. Principalement, moi ce que je vais utiliser, c'est des blocs unis pour ne pas perdre les personnes qui lisent l'email, mais vous pouvez tout à fait, si besoin, avoir l'utilité d'un double bloc par exemple. Pour la structure, c'est assez simple. Moi, je vous conseille principalement d'utiliser ça. Au niveau des blocs, donc c'est ce qu'on va retrouver ici, on a différentes possibilités. Ici, comme vous pouvez le voir, on a un bloc de type texte. Ici, quand on clique dessus, simplement un texte qui a été ajouté. Le texte, on peut le retrouver ici. Il suffit de prendre le bloc, de le poser ici, et on a notre texte qui est ajouté, qui ne reste plus qu'à être édité. On peut par exemple choisir de le mettre en titre 2, on peut le mettre en gras, etc., etc. Je pense que vous avez compris. On peut le dupliquer d'ailleurs en cliquant ici, et le supprimer en cliquant là. On a d'autres types de blocs qu'on peut retrouver ici. Ici, c'est un bloc de type image.
qu'on peut retrouver ici. On a un bloc de type bouton qu'on peut retrouver là, qu'on peut évidemment éditer également, en mettant par exemple un lien vers un site, ce qui peut être très utile, évidemment. On a des blocs de type réseaux sociaux, comme on peut retrouver ici. On a des blocs de type vidéo, etc., etc. Je vous laisse regarder un peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Mais voilà, globalement, c'est le même système pour tous. On prend le bloc, on le glisse ici, et puis on clique dessus pour éditer. Normalement, il n'y a pas de difficulté au niveau de l'édition de votre côté. Il y a évidemment un certain nombre de possibilités ici avec le bloc HTML qui sont possibles. Donc, quand vous allez cliquer ici, vous pouvez éditer un bloc HTML, ce qui peut être vraiment très pratique si jamais les possibilités qui sont ici ne suffisent pas pour faire ce que vous voulez. Soit dit en passant, moi, ce n'est pas quelque chose que j'utilise vraiment souvent. Donc, au final, voilà. Souvent, ce qui est déjà ici suffit largement pour faire ce que vous avez à faire. De manière générale, en plus, j'utilise principalement des blocs de type texte, étant donné que pour avoir un score PAM correct, l'idéal, c'est pas de mettre 30 vidéos et 30 images sur l'email, mais vraiment de faire quelque chose de concis, précis et qui ressemble le plus possible à un email qu'on enverrait à un ami, par exemple. Dernier élément que moi j'aime bien ajouter sur un email, ça va être le bloc de type espaceur, espaceur pardon, qui permet d'ajouter un espace entre le contenu par exemple et le bouton unsubscribe. D'ailleurs, je le mets plutôt en dessous des réseaux, ça dépend. Ici, j'aurais enlevé ça comme ça. Voilà. Avec un bloc espaceur, donc on en a deux là, je vais prendre celui que j'ai créé. On a une ligne de base qui est ajoutée, moi je vais l'enlever. Et on peut ajouter du coup de l'espace entre le contenu et le contenu du dessous qui est de mon côté simplement unsubscribe. Donc ce que je vais faire et ce que je fais habituellement, c'est que j'ajoute un peu d'espace entre 300, 400, des fois 500, 600 pixels selon la taille de l'email. Ici on va mettre 400, ça suffit largement. Et ce qui permet d'avoir un bouton unsubscribe qui est bien en dessous de la partie contenu. Voilà pour la présentation des différents blocs. Comme je vous ai dit, vous avez vraiment une infinité de possibilités ici. Donc je vous invite à tester, à voir ce qui peut être intéressant au niveau de vos emails et au niveau de vos envies, selon ce que vous avez besoin. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas du coup à passer par mon lien d'affiliation, comme ça je vous aiderai directement sur votre ActiveCampaign. Au niveau de la partie apparence, on a la possibilité par exemple de modifier la largeur du message. Donc ça va rétrécir la partie contenu, comme ceci. Moi souvent je le passe entre 400, 450 et 500. 450 je trouve que c'est bien, ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose de facile à lire, notamment sur téléphone portable, avec des lignes qui sont assez courtes et du coup une structure d'email qui est très lisible. On a évidemment voilà, le rembourrage qu'il est possible de modifier également, la police, etc. Bon, ça, c'est des choses assez basiques. Je voulais vous montrer simplement la largeur des messages. Voilà, un autre message qui est préparé, qui est prêt, qui est structuré. Maintenant qu'on a notre email, on va passer à l'étape suivante. On clique sur suivant. Lorsqu'on arrive sur la page d'après, on arrive sur une page de résumé. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on a créé jusqu'à maintenant au niveau de l'email. On a un récapitulatif de ce qui a été fait. Donc, on retrouve, comme vous pouvez le voir, le sujet de l'email, newsletter, les infos du mois. Donc, on ne va pas éditer ça, à part si vous voulez changer, mais a priori, c'est bien ce qu'on a choisi. Le texte avant l'entête, ça, on ne va pas l'éditer, on va le laisser tel quel. Ici, on retrouve du coup l'expéditeur qu'on peut modifier si besoin. D'ailleurs, on n'a pas encore vérifié l'email, donc on va le vérifier tout de suite. Vérification de l'email de vérification, renvoyer l'email de vérification. Donc ici, on va envoyer un email de vérification pour vérifier cette adresse email. Donc côté Gmail, j'ai bien reçu l'email de vérification. On clique sur le bouton vérifier et à partir de maintenant, on va avoir l'email qui est vérifié. Maintenant qu'on a vérifié l'email, on va vérifier si la liste qu'on a sélectionnée est bien la bonne. On est OK, c'est bien Customer avec 6 contacts à l'intérieur. Ici, il n'y a qu'une adresse, donc il a sélectionné l'adresse qu'on a ajoutée. C'est parfait. Au niveau des options, on peut avoir le suivi
Donc, repérer quand un contact ouvre ou lit un email, donc ça c'est parfait. On veut le suivi. Suivi de lien, pareil, on a mis un lien, donc on veut pouvoir le traquer quand c'est ouvert. Suivi de la réponse, là on n'a pas demandé, on n'a pas de bloc de réponse, donc forcément il n'y a pas de suivi, il est désactivé. Google Analytics, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter par la suite pour traquer et avoir encore plus d'informations, plus de détails au niveau de l'indicateur de suivi, d'ouverture, de lecture, de clic sur les liens dans les emails. C'est quelque chose qui peut être intéressant de rajouter par la suite. Archive des campagnes, voilà, ça c'est au niveau de d'où sera rangé l'email. On peut programmer l'email si on le souhaite. Par exemple, là, si je ne fais rien et que je laisse désactiver, quand je vais sauvegarder pour envoyer, ça va directement envoyer l'email. Mais si je veux, je peux le programmer. Je peux par exemple le mettre à demain, le 12-10-2022, et choisir l'heure qui sera par exemple, si je veux l'envoyer à une heure bien précise, ça peut être 7h00. On clique ici et du coup, l'email est programmé. Quand on va cliquer en haut à droite pour envoyer l'email, on va avoir un email de programmé. De mon côté, moi, je préfère le programmer quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas pour demain, même si c'est simplement un email que j'envoie dans la foulée. Je préfère avoir la possibilité de cliquer sur programmer pour pouvoir avoir peut-être 10 minutes, 15 minutes avant que l'email soit envoyé, si jamais je change d'avis au dernier moment, si jamais je pense à un dernier élément au dernier moment, comme ça, l'email n'est pas encore parti et je peux changer, ça me laisse 10 minutes dans la foulée de l'email pour pouvoir le changer si jamais je pense à une chose ou que j'ai un tilt qui me fait penser à quelque chose que j'ai oublié. Donc j'invite vraiment à programmer l'email et en plus ça permet de faire partir l'email à une date et une heure bien précises. Moi, du coup, je vais l'envoyer, on va dire, à 17h pile. Et on clique ici pour activer. Email de test ici, c'est-à-dire qu'en cliquant sur envoyer un test, on va avoir un email qui va être envoyé pour montrer à quoi ressemble l'email concrètement quand on recevra l'email côté contact. Donc pour faire le test, on clique sur envoyer un test. En cliquant ici, il y a un email qui est envoyé et vous allez pouvoir voir de votre côté sur votre adresse personnelle, du coup l'adresse qui est ajoutée ici, l'adresse de test, l'email en question. On peut aussi voir l'aperçu en cliquant ici, l'aperçu bureau en cliquant ici et au niveau de la configuration, c'est bon, l'email est prêt à partir et va être programmé pour le 11-10-2022. Dernière précision, pour que le bouton s'affiche, ici terminé, simplement réinitialiser la page. Comme on avait juste vérifié l'email, il n'y avait pas encore le bouton qui s'affichait, donc maintenant j'ai le bouton qui est apparu. Donc je vais pouvoir simplement cliquer dessus, terminer, pour pouvoir programmer l'email et voilà. Congrats, l'email est programmé. Donc on peut soit retourner aux campagnes, soit voir le rapport. Moi je vais retourner aux campagnes. Et comme vous allez pouvoir le voir, maintenant, on a l'aperçu de toutes les campagnes en cours et déjà envoyées. On a l'email planifié qui part voilà, à 17h, donc c'est parfait. Maintenant qu'on est au point sur l'envoi d'une campagne email, ce qui va être intéressant de savoir pour aller plus loin, c'est comment fonctionne la création d'une automation, comment gérer et configurer une automatisation. Pour ça, on va aller sur le bouton ici, automatisation. On a une première page qui nous propose de créer notre première automatisation. Donc, on va cliquer sur créer une automatisation. Pour notre première automatisation, on va démarrer à partir de 0. Donc, on va sélectionner cette possibilité. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser des templates déjà créés exactement comme on a au niveau des campagnes email. On clique sur continuer en partant de 0. On va arriver sur un espace blanc, un espace vide, qui va nous proposer de choisir un déclencheur. Pour résumer très rapidement un système d'automatisation, ça fonctionne comment? On a premièrement un déclencheur, donc ce qui va mettre le point de départ à la partie automatisation. Quand une personne va faire cette action, la personne va entrer dans l'automatisation. L'automatisation va se déclencher. Et à partir de ce déclencheur-là, il va y avoir une suite d'actions possibles qu'on va déterminer et qui va du coup concerner la personne qui a déclenché l'automatisation. Ça peut être par exemple quand une personne s'abonne à une liste, donc quand elle devient par exemple cliente,
Quand une personne devient cliente, elle rentre dans cette automatisation-là. On peut l'exécuter soit une fois, donc elle peut rentrer une seule fois, soit elle peut rentrer plusieurs fois, soit elle peut déclencher l'automatisation plusieurs fois. Ça, c'est à vous de voir. Pour notre exemple, on exécutera une seule fois cette automatisation pour chaque contact. Segmenter les contacts entrant dans cette automatisation. On peut aussi faire une segmentation directement dès le déclencheur pour savoir qui n'entre, qui n'entre pas. Bon, on ne va pas le faire aujourd'hui. On va faire quelque chose de relativement simple au niveau de cette automatisation, sachant qu'on a vraiment une infinité de possibilités sur ce qu'on peut faire au niveau des automatisations. Mais là, on va faire quelque chose d'assez simple pour vous montrer un exemple d'automatisation. On clique sur ajouter un déclencheur et on va pouvoir créer ce déclencheur. Maintenant, ce qu'on a, comme vous pouvez le voir ici, c'est le déclencheur qui se trouve ici. D'ailleurs, on peut ajouter d'autres déclencheurs si on le souhaite. Et ici, on a un plus qui nous permet d'ajouter une première action qui va être faite à partir du moment où la personne déclenchera l'automatisation. Donc concrètement, s'abonnera à la liste Customer. Quand on dit s'abonnera à la liste Customer, c'est qu'elle sera simplement ajoutée à cette liste-là. Ici, on a le nom à remplir de l'automatisation. Donc nous, ça va être une automatisation qui va faire ajout des lecteurs. On peut l'écrire autrement, on peut faire des codes comme on a au niveau des emails. On peut faire par exemple un code customer pour que ce soit plus simple derrière de retrouver l'automatisation. Donc on a le code customer qui est là, on a le pourquoi du comment, ajouter des lecteurs. On enregistre ici et on a notre titre qui est ajouté. Maintenant, ce qu'on veut, c'est créer une action quand la personne est ajoutée à la liste. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que la personne est ajoutée à la partie Customer, on a la possibilité d'envoyer un email et c'est ce qu'on va faire. Ce que je veux faire, moi, c'est que quand une personne lit mon email, elle est ajoutée au tag lecteur. Et pour ça, je vais avoir besoin du coup d'envoyer un premier email pour saluer par exemple un nouveau client. Et pour savoir du coup s'il lit ou pas mes emails. Donc nom de l'email, salutations, nouveau client. On va prendre un design classique, donc on va faire commencer en vous servant d'une ancienne campagne, celle qu'on a utilisée tout à l'heure, ça va être plus simple. Et à partir de là, on va créer notre email de campagne. Donc on fait pareil que tout à l'heure, éditeur d'email, on va utiliser ça, on met un objet, donc bienvenue, on continue, et on répète le processus. Je vais vous passer toute l'étape création de l'email, étant donné qu'on l'a déjà vu tout à l'heure. Voilà, on a maintenant notre email de créer, qu'on peut voir d'ailleurs en aperçu en allant sur éditer, sans même cliquer. On va enregistrer cet email là, et comme vous pouvez le voir, l'email est ajouté, il sera envoyé dès qu'une personne s'abonnera à la liste Customer. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est ajouter un tag aux personnes qui ouvrent cet email. Pour ça, on va aller dans Conditions et Workflow, donc on ajoute une action en cliquant sur plus, Conditions et Workflow, puis Si et Alors. Ça nous permet de choisir, quand une personne fait ça, elle va sur ce chemin-là, si une personne fait ça, elle va sur un autre chemin. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est si une personne ouvre l'email en question, elle passe sur le premier chemin, c'est-à-dire le chemin de l'ajout du tag. Donc, si la personne a ouvert, dans Action a ouvert, l'email qui nous intéresse, donc on va dans Campagne, on cherche l'email qui correspond, et nous, c'est l'email Bienvenue, qui a été créé le 11-10-2022, donc c'est bon. On a notre email, on enregistre, et là, dès qu'une personne lira cet email, ou ouvrira cet email en fait, elle passera sur cette partie-là. Donc, est-ce que la personne répond aux conditions suivantes? Oui, la personne répond. Si la personne ne répond pas, elle passera ici. Ici, il ne va rien se passer. Ici, il va y avoir l'ajout d'un tag. Donc, on ajoute plus. On va dans Contact, parce que ça, c'est lié du coup au management du contact, l'ajout d'un tag. On va sur Ajouter un tag et on va ajouter le tag lecteur qui nous intéresse et que j'ai créé tout à l'heure, lecture exactement. Enregistrer. On a l'ajout du tag qui est fait
Et une fois que l'ajout du tag est fait, on a notre automatisation qui est complétée. Donc on va fermer l'automatisation en allant dans Conditions et Workflow, terminer cette automatisation et l'automatisation se terminera. Du côté du nom, on va raccrocher le wagon en cliquant sur plus, accéder, et on va pouvoir raccrocher le nom à terminer cette automatisation. Comme ça, les personnes qui entreront, qui seront des customers, mais qui n'auront pas ouvert l'email, rattraperont quand même la fin de l'automatisation. Et du côté de leur fiche, on verra l'automatisation terminée à 100%. Voilà, on a notre automatisation qui est complète. Maintenant, on va passer au test. Je vais maintenant tester cette automatisation, mais avant ça, il faut que je modifie deux choses sur cette page. La première, ça va être la configuration faite entre l'email, entre le temps de l'email et la vérification si l'email a été ouvert ou non. En l'état, on va avoir un envoi d'email et directement dans la foulée, dans la seconde qui arrive, une vérification si l'email a été ouvert ou non, ce qui évidemment n'a pas de sens. Donc on va rajouter un peu de temps pour que les personnes qui reçoivent l'email aient le temps de lire l'email. En l'occurrence, on va ajouter 10 minutes. Donc on clique, je vais le faire plus lentement, on clique sur Conditions et Workflow, patienter, on va ajouter une période de temps spécifique et on va choisir minutes. On ajoute 10 minutes, on clique sur Enregistrer et on va pouvoir avoir 10 minutes de latence entre l'envoi de l'email et le test si ou pas l'email est ouvert. Évidemment, dans un processus réel, on attend plus que 10 minutes pour vérifier si un email est ouvert. On attend au minimum, en général, un jour. Selon les cas de figure, ça peut être un peu moins, mais en général, c'est au minimum un jour. Dernier élément à modifier sur cette page, ça va être la configuration de l'automatisation pour savoir si elle est inactive ou active. Maintenant qu'elle est prête, je peux l'activer ici et on a l'automatisation qui est activée. On va quand même vérifier si c'est bien le cas en allant sur automatisation, on clique ici. Donc là, sur la page, je vois bien que c'est actif avec l'onglet vert. C'est parfait, on va pouvoir la tester. On va aller dans Contact pour ajouter un contact à la liste en cliquant sur Ajouter un contact. On va ajouter un contact à la liste Customer. Donc c'est le test. Hop. Ici, on met rien, on ajoute simplement le contact. On ajoute le contact et on le met à la liste Customer. On applique, la personne est maintenant ajoutée à la liste. Donc, on clique sur son profil et maintenant, on va pouvoir voir si tout se passe bien au niveau de l'avancée dans l'automatisation. Et si on voit que l'automatisation est bien appliquée sur ce membre-là, sur ce contact-là, donc c'est parfait, la personne est bien entrée dans l'automatisation. Et en cliquant dessus, on va voir les informations qui relèvent de cette personne dans l'automatisation. Ici, on voit que la personne a complété 22% de l'automatisation, qu'elle est entrée le 11-10-2022 et on a même l'heure ici, 17h59. On a la possibilité ici de modifier l'automatisation si jamais on a besoin de faire des modifications. On a ici la possibilité de terminer l'automatisation pour cette personne, donc de la faire passer directement à 100%, ce qui veut dire que la personne va louper certaines étapes. Et on a ici la possibilité de voir l'avancement de cette personne dans l'automatisation. C'est ce qui va nous intéresser. En voyant l'avancement de cette personne dans l'automatisation, on va pouvoir aussi agir sur les attentes de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 jour, 2 jours, 3 jours. On va pouvoir passer ces actions d'attente. Mais avant ça, avant de passer ces 10 minutes, ce que je veux, c'est aller ouvrir mon email pour pouvoir faire en sorte que le tag soit ajouté. Donc on va tout de suite basculer sur mon adresse Gmail. Après quelques minutes d'attente, j'ai ouvert l'email que j'ai reçu sur Gmail. Et maintenant, on va pouvoir basculer sur ActiveCampaign pour voir si c'est bien détecté et si le tag du coup derrière est bien ajouté, étant donné que j'ai lu l'email. Donc, je suis sur le profil, toujours, je passe cette action d'attente et on va voir si j'ai bien le tag d'ajouter. Ok, donc c'est parfait, la détection a bien été faite ici.
on voit que l'étape a été passée là. La détection a été faite, le tag a été ajouté apparemment, on va quand même aller le vérifier et l'automatisation c'est terminé. Donc on va aller vérifier sur le compte du contact si c'est bien validé et si le tag a bien été ajouté. Donc là au niveau du profil, on a bien la personne qui a un tag en plus et on a bien 100% au niveau de l'automation, donc c'est parfait. Voilà, on a l'automatisation qui fonctionne bien. Maintenant, je vous invite à tester des automatisations plus complexes, avec plus de subtilité, peut-être plus de chemin à la fois dans l'automatisation pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment complet. En général, il y a peut-être une vingtaine, trentaine d'actions moi sur les automatisations classiques que je fais. Des fois, ça peut monter à 50, 100. Donc des fois, c'est des choses bien plus complexes que ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Mais vous avez voilà l'idée de ce qu'il est possible de faire avec les automatisations et surtout comment le faire sur ActiveCampaign. Depuis ActiveCampaign, on peut créer des formulaires. Ça va servir à quoi? Comme on a vu, on peut ajouter des contacts manuellement, donc avec des listes CSV par exemple, ou directement en ajoutant une adresse email. On peut aussi ajouter des contacts avec des intégrations. Donc typiquement, un contact va s'inscrire sur un formulaire qu'on a créé sur ClickFunnels ou sur un autre outil, sur Webflow, sur WordPress. Et ensuite, il va y avoir une intégration qui va faire en sorte que le contact soit directement inscrit sur ActiveCampaign derrière. Mais on peut aussi directement créer le formulaire sur ActiveCampaign, soit utiliser directement ce formulaire et l'envoyer à la personne, soit utiliser ce formulaire à l'intérieur d'une page qu'on aurait créée sur WordPress ou sur Webflow par exemple, en intégrant la partie formulaire sur une page qu'on aurait créée sur un autre outil. Donc pour faire ça, pour créer un formulaire, on va aller sur site web ici et directement on va être sur l'onglet formulaire. On va créer le formulaire en cliquant ici, on va mettre un nom dans ce champ, donc formulaire 1. On choisit formulaire en ligne ici et là on va choisir l'action qui nous intéresse. Donc qu'est-ce qui va se passer quand la personne, le contact va s'inscrire à ce formulaire là? Est-ce qu'il va être abonné à une liste? Est-ce qu'il va être ajouté avec un tag? Est-ce qu'il va être ajouté à une offre? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit abonné à une liste. Donc, on va sélectionner s'abonner à une liste. On peut en sélectionner plusieurs d'un coup d'ailleurs. Je vais choisir la liste Customer et je vais créer le formulaire. Ok, le formulaire est en train de se créer. Voilà, on a déjà le template de base du formulaire qu'on peut directement utiliser d'ailleurs, si on veut. Nous, on va modifier peut-être, voilà, on peut mettre peut-être uniquement le prénom du contact si on préfère. On peut ajouter le numéro de téléphone si on en a besoin, par exemple pour faire du calling. On peut ajouter un en-tête au-dessus de celui-là si on veut. Voilà. Par exemple, on pourrait mettre inscription à la newsletter. Bon, du coup, celui-là n'aurait plus d'intérêt. On peut ajouter une image si on le souhaite. Voilà, c'est à peu près le même système que ce qu'on a au niveau des différents champs dans la création d'un email. On retrouve à peu près le même système avec certains blocs qui sont pareils, certains blocs qui ne sont pas sur l'email, mais bon, globalement c'est le même système. Vous créez votre formulaire et ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez sur intégrer. Sur intégrer, on a différentes possibilités. Soit on va intégrer directement le code sur notre page, comme je le disais tout à l'heure. Donc, dans ce cas-là, on copie ici, on clique 2 fois, on fait copier et on va coller directement notre code sur la page qui nous intéresse. Soit on utilise le lien, qui est assez pratique, je trouve, étant donné que souvent les formulaires, moi, c'est quelque chose que je crée directement sur la page, typiquement sur WordPress ou sur Webflow. Par contre, je trouve que c'est assez pratique d'utiliser ce lien-là qu'on a ici. Quand on veut faire un formulaire rapide et que les personnes soient directement basculées sur ActiveCampaign, on peut créer un formulaire ici. C'est assez simple, on a directement le lien qui est généré et on n'a plus qu'à envoyer ça, qui permettra à n'importe qui de s'inscrire sur notre liste ActiveCampaign de notre choix. Donc je trouve que c'est assez pratique
et je vous invite à utiliser ça. Si jamais vous avez besoin de faire un formulaire rapide et facile, utilisez cette partie-là de ActiveCampaign. On enregistre et on a notre formulaire qui est prêt à être utilisé. Donc on peut avoir l'aperçu ici. Ici on a de nouveau l'intégration qu'on avait juste avant. De ce côté-là on a les statistiques. On peut dupliquer d'ailleurs le formulaire également. Si jamais par exemple on veut mettre sur une autre liste aussi. On peut effacer le formulaire évidemment si on a besoin. Voilà, au niveau du formulaire c'est assez simple, assez basique. Moi je vous invite à ne pas aller dans la complexité au niveau de ces formulaires-là. C'est vraiment, si besoin, en complément, je pense, d'un Webflow ou d'un autre outil, étant donné que c'est des formulaires qui sont forcément moins poussés que ce qu'on aurait en ayant la liberté totale sur un WordPress ou sur un Webflow, par exemple. Voilà, pour les formulaires, je pense qu'on est bon. Le tutoriel est maintenant terminé, j'espère que ça vous a aidé à prendre en main ActiveCampaign ou à revoir les bases sur l'outil. Si vous voulez me soutenir, mettez un pouce bleu sur cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt.